Jean-Michel Lambert, cette affaire a totalement bouleversé votre vie? C'est exactement le terme qui convient. Elle l'a bouleversé, elle ne l'a pas brisé. La preuve, je suis là aujourd'hui avec vous. Mais il est certain qu'elle a totalement bouleversé ma vie. En mal, et aussi, Dieu merci, en bien. Cet homme que vous venez d'entendre, c'est le juge Lambert, le petit juge, ainsi désigné par la presse de l'époque, celui qui aura porté sur ses épaules, seul, l'échec d'une affaire, l'affaire Grégory, devenue presque un symbole de l'erreur judiciaire et de ses dérives. Jean-Michel Lambert s'en est jamais vraiment remis, comme une tache indélébile, un poison qui petit à petit l'a rongé. Jean-Michel Lambert a été retrouvé hier, mort à son domicile. L'affaire Grégory, c'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires, une affaire hors norme qui aura détruit des familles entières et qui, 33 ans après les faits, vient de faire une nouvelle victime. Vous êtes jamais remis de cette affaire? Non. Non, c'est clair. C'est... comment dire, elle m'a marqué, elle a bouleversé ma personnalité, mais en même temps, il faut être aussi... faire preuve quand même de beaucoup de pudeur, parce que 30 ans après, je suis là, je vous parle, Bernard Laroche, lui, n'est plus là. Bonjour Gilles Wacky, bonjour. Journaliste à Paris Match. Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication cabinet Uniconseil. Michel Taube, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'Opinion Internationale. Et Emmanuel Hervé, bonjour. Fondatrice du cabinet EH&A. Alors au-delà du fond, c'est pas le but de cette émission et de la recherche de la vérité. L'affaire Grégory restera comme une affaire hors norme. On l'a dit bien sûr, l'affaire de toutes les dérives, même peut-être et surtout médiatique, l'affaire de tous les errements. Et donc 33 ans après les faits, comme si cela ne suffisait pas, eh bien, les mêmes dérives sont à nouveau venues polluer ce dossier. Et puis, hier, on l'a appris, à son domicile a été retrouvé le petit juge, le juge Lambert. Pourquoi cette affaire est-elle hors norme? Pourquoi, 33 ans après les faits, on a l'impression que tout recommence? Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, on sort les carnets du juge Simon. C'est-à-dire, ils sont versés au dossier, donc il y a une cote, et à partir de ce moment-là, il y a ça transfuse vers les avocats qui le donnent à des journalistes. On recommence. Alors que la magistrature, les journalistes disent attention, on ne fait plus ce genre de choses. Ça recommence. C'est-à-dire que maintenant, les pièces du dossier de l'affaire Villemain sortent des cabinets du secret de l'instruction et vont dans des médias. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'étais chez vous ce matin. Quand je suis sorti, il y avait une équipe de télé d'une chaîne d'infos concurrente qui voulait à tout prix m'interviewer contre le mur pour pouvoir passer. Pourquoi? L'audimat. Et vous pensez qu'aujourd'hui, comme à l'époque, bien sûr, tout recommence et tout recommence avec aucune pudeur et aucune on n'a rien appris, rien. Et terme qu'employait le juge Lambert dans les mots que vous oui, avez, et c'est très important. J'ai entendu, je ne connaissais pas cette interview, c'est très important. Vous ne l'avez pas entendu, il dit, très pudique, et je suis encore vivant. Il dit, je suis là encore, je suis là encore. Alors, on va parler du juge Lambert, si vous voulez, 2 minutes. Le juge Lambert était un intellectuel avant d'être juge. Il était groupie des journalistes des grands titres. Je le vois dans l'interview que vous passez, il parle à France Inter. Quand vous allez chez lui en disant « je suis journaliste au Monde », vous pouvez dormir chez lui. Il était groupie des grands journalistes. Donc, moi, mes rapports avec lui par rapport aux Parisiens étaient des rapports de force. Il était terrorisé par moi, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Et quand je le regardais dans les yeux, il baissait les yeux. Et quand je lui demandais quelque chose, il n'osait pas me dire non. Donc il y avait chez lui une faille. Il aurait dû être peut-être un grand journaliste d'écriture. Alors on va revenir bien évidemment sur qui est le juge, qui était le juge Lambert et ce que l'on pouvait lui reprocher dans cette instruction, je vous le rappelle, il y a encore 33 ans. Mais avant, pour se mettre dans le climat de l'époque, ce que c'était les relations avec les médias, et on se posera la question justement, la part de responsabilité des médias dans cette affaire, peut-être encore 33 ans plus tard. Écoutez ce témoignage d'un journaliste qui faisait son travail sur place à l'époque. On ne peut pas mettre les médias à l'écart, mais effectivement, ils ont pesé sur l'enquête, il n'y a aucun doute.
Il y a des noms qui ont été donnés en pâture chez le procureur. Il suffisait de frapper à la porte et d'entrer sans attendre qu'on vous dise entrer pour aller obtenir quelques commentaires de sa part. Et le juge, on pouvait aussi aller sonner chez lui à 11h ou à minuit et le trouver un peu grognon, mais finalement accepter de discuter avec des journalistes sur tel ou tel point du dossier. Jean-Luc Manot, c'est un métier que vous connaissez bien. Vous avez dirigé des rédactions. Il y a l'époque des faits, bien évidemment, et il y a cette, on va appeler ça, dérive. Alors, est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est une dérive? Le juge Lambert, l'instruction, mais aussi les gendarmes à l'époque, sont devenus médiatiques, ont été pratiquement les premiers à être en scène ou à se mettre en scène. Oui, c'est assez significatif. Il y a sans doute là-dessus un avant, un après. Si on veut dater le moment de ce qu'on a par la suite appelé le grand cirque médiatique, c'est sans doute l'inauguration, si je peux me permettre, du grand cirque médiatique, c'est-à-dire du moment où une information ou un événement attire l'ensemble des projecteurs et fait qu'on a les camions de télévision. En plus, on est à une période où on est juste au début d'un certain nombre de moyens technologiques, techniques de diffusion. On peut faire des directs, on peut faire un certain nombre de choses. C'est vraiment le début de l'âge d'or. Et donc, ça va être un moment exceptionnel. Ce qui est assez frappant là-dessus, c'est que on dit dérive. Bon, il y a effectivement une dérive dans la mesure où tout s'emballe, où les médias s'auto-alimentent les uns les autres, et où la concurrence féroce amène à, disons, prendre des libertés, je vais le faire de manière un peu lithotique, des libertés avec un certain nombre de règles déontologiques, de vérification, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que cette dérive médiatique, elle entraîne, et elle est aussi la conséquence d'un emballement généralisé. Car il n'y a pas que les médias. Les juges qui parlent aux médias, c'est pas les médias qui les contraignent. Enfin, les journalistes ne viennent pas avec un flingue sur la tête du juge. Les gendarmes médiatisés, ils y trouvent dans une certaine mesure à un moment leur compte. Donc c'est le début en fait d'une société ultra médiatisée qui fait que chacun rentre dans ce système. C'est pour ça que si on parle de dérive, elle est générale et ce qu'on voit évidemment, c'est les médias, puisque c'est le plus visible, c'est là où on parle. Mais enfin, il y a les gens qui parlent, il y a les gens qui respectent pas leurs propres règles. Et on est quand même. Et comme le disait Gilles à l'instant, l'affaire continue, les méthodes continuent, puisque vous avez des carnets d'un ancien juge d'instruction, le juge Simon, qui a remplacé justement le juge Lambert et qui, après avoir été coté au dossier, se retrouve quasi immédiatement dans la presse. Dérive d'une époque, d'un système, un emballement fou, comme le disait Jean-Luc Manot, qui a pris et à la fois le juge Lambert, et à la fois les enquêteurs, et à la fois des familles, un village. Alors, prenons un exemple, les réseaux sociaux. À l'époque, ils n'existaient pas au début de l'affaire. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours ? Depuis hier, il y a un emballement des réseaux sociaux sur Twitter pour accuser une chaîne de télévision que je ne nommerai pas d'avoir suicidé le juge Lambert. Mais il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a une semaine, sur les mêmes réseaux sociaux, il y avait un emballement des tweets contre le juge Lambert en disant c'est lui le responsable de cette affaire, des dérives de l'affaire. Donc vous voyez, en fait, la médiasphère, puisqu'on est sur la médiasphère, qui finalement, on retrouve sur les réseaux sociaux les mêmes problématiques de déontologie, parce que un tweetos, quelqu'un qui fait un tweet, il doit aussi avoir certaines déontologies, et on a tous les mêmes problèmes de rapport. Voilà. Et puis, autre point, la pudeur, c'est que cet homme est mort hier. Et comment peut-on parler de l'affaire Grégory et de sa place centrale dans cette affaire sans le critiquer et lui-même a avoué qu'il avait commis des erreurs majeures qui ont fait que cette affaire a pris des proportions considérables, alors qu'on devrait être dans un délai de décence et de dire normalement s'abstenir de tout commentaire. Mais on ne peut pas. On est obligé de faire valoir ses qualités humaines. C'était un homme très pudique. On voyait que le petit juge. Enfin voilà, c'était un enfant en fait au début de l'affaire quand il a pris l'affaire. Et en même temps, il a commis des erreurs et on ne peut pas manquer de les souligner. Un petit juge, vous avez raison, qui était seul, et on reviendra à la fin de cette émission pour se poser tout simplement la question, est-ce que l'affaire Grégory, même si on en a un exemple, pourrait se reproduire aujourd'hui? Michel Taub vient de nous donner quelques éléments. Mais au fait, que reprochait-on au petit juge, au juge Lambert? Regardez, écoutez.
Très jeune, inexpérimenté, trop bavard avec la presse. Parmi toutes les critiques adressées au juge Lambert pendant l'affaire Grégory, certaines ont particulièrement plombé sa carrière, mais aussi marqué l'homme. D'abord, la libération de Muriel Boll, témoin clé de l'enquête, alors âgée d'à peine 15 ans. Elle accuse son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory. Le juge d'instruction la renvoie chez elle. La jeune femme revient ensuite sur ses déclarations, selon certaines sources, à la suite de violences familiales. Et puis, la libération de Bernard Laroche, après l'avoir pourtant inculpé. Pourquoi vous l'avez fait aujourd'hui? Parce qu'en l'état actuel du dossier, j'estime qu'il n'y a pas de charge suffisante contre lui. Vous pensez qu'il est innocent? C'est tout. Ça, c'est autre chose, mais je parle de l'état actuel du dossier. Convaincu que Bernard Laroche est l'assassin de son fils, Jean-Marie Villemain le tue fin mars 1985. Le juge, qui ne lui avait pas donné de protection policière, garde ce drame sur la conscience. Troisième reproche, l'arrestation et l'inculpation de Christine Villemain, la mère de Grégory, pour assassinat. Elle a finalement bénéficié d'un non-lieu pour absence totale de charge, une première en droit pénal. Voilà, Jean-Michel Lambert, vous avez vu ce visage presque poupin, 32 ans au moment des faits. Alors, deux questions. La première, je vous la poserai dans un instant sur est-ce la seule erreur du juge Lambert? Et puis, avec vous, on va voir que c'est un homme seul, terriblement seul en fin de compte, comme celui qui hier, visiblement, a décidé de mettre fin à ses jours. Oui, un homme seul, et vous en parliez tout à l'heure, c'est la première fois en fait que la médiatisation est aussi importante. Et justement, les gens ne sont pas habitués, ne savent pas se protéger. On dit qu'il va répondre aux journalistes à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Les gendarmes font la même chose. En fait, comme c'est le début, on ne sait pas quoi faire avec ça. Aujourd'hui, on ne laisserait jamais... Enfin, il y aurait des tampons, les gens seraient préparés, ils auraient été médiatraînés, il y aurait des éléments de langage qui auraient été préparés. Là, c'est... Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Outreau et un autre petit juge, entre guillemets, qui lui aussi s'est retrouvé seul dans la tourmente. On n'était pas encore dans la préparation. Et, alors je rebondis sur ce que vous dites, mais 33 ans après les faits, encore une fois, cette affaire, chaque semaine, a son rebondissement, son lot de révélations, jusqu'au carnet du juge Simon. On a quand même l'impression qu'on n'a rien compris, ou pas grand-chose, ou que ça recommence. C'est-à-dire qu'il y a un élément, c'est que en plus de la médiatisation, c'est-à-dire de la pression de la presse, pression dont on peut discuter sur la méthode, mais enfin, au fond, elle est légitime. Enfin, c'est la soif de vérité quand même, ça sert à ça les médias malgré tout, et la justice ça devrait servir à ça aussi. Donc la quête de la vérité, elle est parfaitement légitime. Après on peut discuter des voies qui sont utilisées, mais ce juge, il est dans une situation, enfin c'est pas le bon juge, c'est pas le bon juge pour faire ça. 32 ans pour un juge, c'est pas beaucoup d'expérience. Et dans une de ses interviews que je relisais, il dit un truc terrible, il dit qu'il avait, à ce moment-là, 237 dossiers. Exactement, et qu'il était le 237 dossiers, et il dit, pour moi, l'affaire Grégory, c'est le numéro 181. Exactement. C'est-à-dire qu'il va être confronté à un élément médiatique, alors que lui-même ne comprend pas l'émotion, ce qui se passe autour de lui, l'émulsion qu'a lieu autour. Donc, vous avez raison, il n'est absolument pas préparé à ça. Quand on regarde les systèmes aujourd'hui de préparation, d'éléments de langage, de média training, etc., oui, enfin... il dit, c'est la 181e. Ouais. Donc, il ne comprend pas le film dans lequel il joue. Il prend tout ce qui vient. Non, mais il stoppe rien. Il est quand même, c'est son premier poste nommé à Épinal. Et vous croyez quand même que quand va arriver l'affaire Grégory, il y a quelqu'un à la magistrature va dire « Ah ben non, pas celui-ci, on va en mettre un autre ». C'est impossible. Non, c'est impossible. Il est à son poste aujourd'hui, le juge d'Épinal, c'est pas un juge expérimenté. Il faut bien commencer, on sort d'école de la magistrature et on se retrouve dans des postes un peu éloignés, un peu à l'abri des grands médias et on fait ses preuves. Il se trouve que l'affaire arrive dans sa juridiction, si je peux m'exprimer ainsi, et il prend sur la figure cette affaire. Mais il n'est pas le seul coupable. Il n'est pas le seul et les journalistes ne sont pas les seuls coupables. Dans cette affaire, on oublie un peu trop que ce jeune juge, on peut dire que c'est un jeune juge, écrit sur le tableau l'histoire des gendarmes. Il écrit Muriel Boll dit ceci,
le parcours de Laroche est un peu bizarre. La présence de Marie-Ange Laroche est un peu tendancieux. Il y a un moustachu sur la route, autour de la maison 2 jours avant. Elle avoue, Boll, que son oncle était dans la voiture, on oublie Sébastien, et elle dit, tonton, elle raconte l'histoire. Donc lui, il écrit sur un tableau. C'est un juge, il fait son travail. Et puis d'un seul coup, il y a des policiers de la PJ de Nancy qui arrivent et qui prennent une éponge qui efface devant lui, toute l'histoire. Et lui, il ne les empêche pas d'effacer le tableau. C'est ça son erreur. Il doit se battre pour dire attendez, mais ma conviction est faite. Il était trop jeune pour faire face mais on n'est jamais, à une équipe de gendarmes. C'est pas une tare d'être jeune dans ce métier. Alors, moi je pense que la jeunesse, c'est pas une tare. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des pays dans lesquels, un juge d'instruction, surtout à l'époque, il a une responsabilité énorme, notamment celle de décider de la mise en détention provisoire d'un possible prévenu. D'ailleurs, la loi a changé. Depuis, ce n'est plus le juge d'instruction qui décide de la mise. C'est le juge des libertés de la détention, mais c'est très formel. Parce qu'en fait, faute de moyens, et parce que les nouveaux juges de la liberté n'ont pas le temps de vérifier les dossiers, ils suivent dans 99% des cas ce que le juge d'instruction leur demande de faire. Et je voudrais dire autre chose, c'est qu'il était très seul. Mais aujourd'hui, les juges d'instruction dans les affaires actuelles, vous disiez vous-même en off qu'il y a toujours beaucoup d'affaires non élucidées. Si on en revient à l'affaire d'Outreau, on avait également dit que le juge Burgot est un juge seul que n'avait pas failli que le magistrat, mais également la hiérarchie et la chancellerie. Je vous laisse la parole juste après, de retrouver Pascal Gatineau, qui est le président de l'Association française des magistrats instructeurs. Vous avez suivi un peu le début de cette émission. Tout d'abord, vos premiers mots sur 33 ans après les faits, un petit juge que l'on retrouve, petit juge avec tout le respect bien évidemment dû à sa personne, que l'on retrouve décédé chez lui à son domicile. C'est toujours un choc. Pascal Gatineau, et on ne peut pas se défaire de cette affaire très particulière qu'est celle de l'affaire Grégory. Alors, merci. Bonjour. C'est évidemment un choc, c'est même un drame. La mort d'un homme dans ces conditions, même si pour l'instant on n'a pas toutes les informations sur les conditions et les circonstances de décès, c'est un drame. Et le fait que ce drame puisse être lié à l'exercice et aux conditions d'exercice d'une activité professionnelle de magistrat instructeur pose évidemment des questions graves. Des questions graves parce que ça pose la question, de ce que l'on a pu faire depuis pour éviter de telles choses, s'il y a bien un lien entre les deux, et de ce que l'on pourrait faire ou de ce que l'on aurait dû faire. On a fait depuis l'épaule criminelle, qui fait que maintenant ce genre de dossier est traité, ça date de 2008, dans certaines juridictions où l'on a a priori plusieurs juges d'instruction. Il y a eu effectivement aussi la réforme de la détention provisoire avec la création du juge des libertés et de la détention pour de multiples raisons. Et puis on s'est dit aussi, allez, après l'affaire Burgot, on va faire grande réforme. Il n'y aura plus un seul juge, il y aura des juges ensemble qui vont être en collégialité. Rappelez-vous, unanimité de l'Assemblée nationale sur cette question. Nous allons créer la collégialité d'instruction. Patatras. Le 18 mai dernier, Assemblée nationale, en catimini. Bon, ça va être un peu compliqué, non? Est-ce qu'on aura les moyens pour oh bah non, hein. Oh bah non, bah on le fait pas. Et on l'a pas fait. On l'avait reporté, et on l'a pas fait, et c'est disparu définitivement. Ça avait été inscrit. On avait à l'époque, la garde des Sceaux avait dit, ça va être dans le projet de réforme de la justice du XXIe siècle. Puis finalement, on l'a scratché. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on en arrive toujours à la fin, à la question des moyens. La question des moyens et à l'organisation, non pas à l'organisation d'une équipe, de magistrats instructeurs qui puissent travailler ensemble. Et puis, il faut aussi peut-être se poser la question de la nécessité d'une anonymisation des magistrats instructeurs qui travaillent sur ces dossiers. Parce qu'effectivement, la difficulté, c'est quand le nom d'un juge est cité, recité en boucle et que les uns les autres commentent la qualité de son travail, ça pose ensuite
ça crée une pression qu'on peut imaginer difficile. Justement, ce sera ma dernière question, Pascal Gastineau. 33 ans après les faits, le juge Lambert était toujours le bouc émissaire de cette affaire, le responsable de ce que certains ont appelé la gabegie judiciaire, l'affaire Grégory. Vous comprenez justement ce sentiment, vous comprenez le poids qui pouvait encore peser sur les épaules de ce magistrat ? Ce que j'imagine, c'est qu'effectivement ce poids devait être, si c'est ainsi qu'il l'a ressenti, insupportable. Ce qui est frappant, c'est que c'est quand même 30 ans après. Ce qui est frappant, c'est que de ce qui ressort de certains interviews, c'est une affaire qui l'a poursuivi. Donc il se trouve que pendant toutes ces années, alors même qu'il continue d'exercer son activité professionnelle, et en tout état de cause, ce n'est pas une situation acceptable que les conditions d'exercice d'une activité professionnelle puissent à ce point se concentrer ou être tourné autour d'un seul homme et finalement personnifié sur un nom et sur une personne physique. Et de ce point de vue, le fonctionnement de l'information judiciaire ne devrait pas, et on a fait des progrès depuis, ne devrait pas être celui-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Gastineau, président de l'Association française des magistrats instructeurs. Les choses qui ont été dites sont intéressantes. C'est encore une fois un homme seul qui, 33 ans après, en fin de compte, est synonyme d'un échec judiciaire. Sur la solitude qui, de l'homme, quelque part, continue, puisqu'on va revenir sur l'enquête actuelle, mais rien n'est sûr, rien n'est défini. Et puis, à nouveau, on a, Jean-Luc Manot le disait tout à l'heure, vécu d'autres travers judiciaires. Mais cette solitude de l'homme confronté à en fait une crise majeure ou un moment très difficile, moi je le compare à la situation des chefs d'entreprise qui tout à coup font face à un accident industriel ou à une crise dans leur métier et quand ils doivent la gérer, eh bien c'est pareil en fait, ils sont tout seuls. Enfin, quand on est amène à terme ça fait partie de la... Les affaires sont élucidées. Les juges de 32 ans aujourd'hui amène jusqu'au bout l'instruction d'une affaire. Oui, mais alors pourquoi on ne peut pas mettre sur sa fonction, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il était seul. Alors dépassons la fonction. Pourquoi aujourd'hui le juge Lambert est, comme d'ailleurs le juge Burgot pour une autre affaire, est le synonyme d'une gabegie judiciaire ? C'est la personnalité du juge Lambert. Vous savez, on peut pas jeter l'anathème sur la profession de juge. On ne peut pas dire que c'est son âge. C'est son caractère. Il était introverti et il voulait être autre chose que ce qu'il était. Il n'était pas à sa place. Vous savez, moi j'ai une histoire incroyable, c'est que le juge, quand il était, je le voyais bien moi dans les interviews devant le palais, c'est vrai qu'on pouvait lui parler à ce juge, mais je le voyais devant des journalistes, on va dire connus, mais il rayonnait, il était à sa place. En fait, il n'était pas schizophrène, enfin j'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais il prenait la lumière du journaliste qui était en face. On le connaît tous dans nos professions, Jean-Luc, vous l'avez connu, ces gens tout d'un coup qui ne sont rien ou pas grand-chose, tout simplement qui font très bien leur métier, et les lumières, les caméras, ça fait tout simplement péter les plombs. C'est pas les lumières et les caméras, c'est la personnalité du journaliste qu'il avait en face de lui. C'était l'intelligence qu'il avait en face de lui, c'est pas la caméra. Je crois qu'il a été photographié et filmé plus qu'il ne voulait. Mais dès qu'il avait quelqu'un qui était d'un grand média, il était comme... Parce que c'était la notoriété qui était derrière. Écoutez, il y a quand même... moi, je suis d'accord. Clairement, c'est pas l'âge. L'âge, c'est une question secondaire. La question, c'est ce qui vient d'être dit par le représentant des magistrats instructeurs est vrai. Il y avait un problème et on a toujours un problème de collégialité dans l'instruction. D'autant plus que nous avons un système juridique qui demande que le juge d'instruction soit un surhomme. Parce que pour instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire d'avoir un cerveau qui dit coupable, non coupable, dans une sorte d'équité et d'égalité intellectuelle... Qui à la fois dirige l'enquête... C'est tellement exceptionnel que c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conviction qu'on a, surtout qu'on est dans une affaire dure, eh bien, elle l'emporte. Donc, on avait un problème de collégialité, on a toujours
comme ça vient d'être dit, pour des questions de moyens, pour des questions de fainéantise de la représentation nationale et des politiques sur ces sujets-là, et de manque d'intérêt. On a toujours un problème de collégialité. La deuxième question devant ce juge, c'est pas la question de l'âge, c'est la question dans une certaine mesure de la pratique. Il n'y a personne non plus dans l'autorité qui lui dit « tais-toi ». Ça, on n'en sait rien. Non, mais en tout cas, il devait recevoir des coups de téléphone de la magistrature. Mais alors, il n'en tenait pas compte. Il n'y a pas de sanction publique. Ni les gendarmes, ni les. Alors peut-être. Mais ils ne se rendaient pas compte, je pense. Mais ni les gendarmes, ni l'autorité judiciaire n'arrêtent. On peut le menacer à un moment donné. On dit on va te retirer l'affaire. Tu parles trop. Tu es devant les caméras tous les jours. Un juge à 2h du matin, ça ne se dérange pas au téléphone pour avoir l'information. Ça, c'est un peu exagéré. Mais n'oubliez pas que pour l'époque, à l'époque, il y a 33 ans, le juge est un personnage, c'est Superman. Il a tous les pouvoirs concentrés. Moi, je suis d'accord avec vous, Jean-Luc, c'est vrai. Je réalise avec vous qu'une personne qui doit instruire à charge et à décharge, c'est surhumain. Mais on leur a donné ce pouvoir. Ils sont surhumains, il y a 33 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous avez raison, le juge d'instruction faisait partie quand même entre guillemets, notable de la ville et était un personnage tout puissant. Il est encore tout puissant. Mais à l'époque, on lui a écoutez, il va à une école de magistrature où on lui dit tu es Superman, tu es Superman, tu es Superman, tu as tous les pouvoirs, tu as tous les pouvoirs. Écoutez bien ce que dit Gatineau. Il regrette l'époque où on pourrait encore être les patrons, mais parce que c'est le propre du juge. Le juge, il juge. C'est Salomon. Il veut être le patron, ils jugent seul, ils veulent ça. Aujourd'hui, on est en train de les excuser pour quelque chose qu'ils désirent profondément. Ils sont les patrons de l'enquête. Ils donnent des ordres aux gendarmes, ils donnent des ordres aux policiers. Ils peuvent dire transport de justice, on va sur la Voleude, rejeter le corps. Il l'a fait. On retourne devant la maison de La Roche et on amène Jean-Marie avec un fusil et ils retirent. Ils ont fait tout ça. C'est-à-dire que ce pouvoir-là les grise. Mais personne n'est Superman vraiment. Personne, ni vous ni moi, ni les journalistes, ni les juges. Alors, ce que je vous propose, et je vous laisserai la parole juste après, c'est tout simplement de revenir sur qui était le juge Jean-Michel Lambert. Regardez. Le juge Lambert entre sous le feu des projecteurs avec l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Le 16 octobre 1984, le corps d'un enfant de 4 ans ligoté est retrouvé dans une rivière des Vosges. Jean-Michel Lambert, alors âgé de 32 ans, est le premier juge d'instruction en charge de cette affaire pour son tout premier poste. Le meurtre du petit Grégory Villemain ne sera jamais élucidé et pour beaucoup, le magistrat est en partie responsable. Bouffé, meurtri, marqué à vie, le petit juge, comme on le surnommait, restera un homme plein de remords, écorché par la pression médiatique. Il ne reviendra jamais à l'instruction. En 1988, il est nommé juge dans l'Ain, puis termine sa carrière en 2003 au tribunal de grande instance du Mans. L'ombre de l'affaire Grégory ne le quittera jamais. À la retraite, Jean-Michel Lambert entre dans l'anonymat en se consacrant à l'écriture avec la publication d'une dizaine de livres. Certains des mea culpa feront polémique. Un combat l'animera jusqu'à la fin de ses jours, réparer les injustices dont sont victimes, selon lui, des centaines de milliers de justiciables. Voilà, et sur son combat, je vous propose d'écouter justement Jean-Michel Lambert, 33 ans après les faits, cette affaire continuait à le hanter. Des centaines de milliers de justiciables sont victimes d'injustice. Et dans ce témoignage, je démontre, en me basant sur de multiples affaires, comment des personnes honnêtes, innocentes, dont la probité ne peut pas être mise en cause, sont victimes d'injustice. Alors après, il ne faut pas se leurrer, des injustices, il y en aura toujours. Mais ce que je voudrais avec ce livre, c'est aider à mieux réparer les préjudices subis par les victimes de toutes ces injustices. Incroyable personnalité de Jean-Michel Lambert. Manifestement, il n'avait plus la distance nécessaire que doit avoir un professionnel vis-à-vis, qu'il soit juge, qu'il soit médecin, vis-à-vis des faits qu'il a eu à traiter. Quelque part, il a intériorisé la culpabilisation, vous vous rendez compte ?
Titre de son livre, Suis-je coupable? Voilà, il se sent coupable, alors qu'en fait, il devait juger des tiers pour savoir s'ils étaient coupables, s'ils pouvaient être coupables ou inculpés. Voilà. Donc en fait, il a complètement changé son rapport aux affaires. Et effectivement, professionnellement, et comme le disait Gilles Wacky, en fait, je pense qu'il n'a pas du tout assumé son attraction vers les médias. Il ne l'a pas lui-même assumé. Il l'a recherché. Et après, il s'est rendu compte que ça resterait éternellement au niveau de sa vie, puisque la mémoire audiovisuelle, elle est là, elle restera éternellement, et il l'a pas assumé. Et effectivement, je pense que si, dans l'hypothèse où le suicide se confirme, ce qu'il a, à mon avis, brisé, c'est tout simplement la relance de l'affaire judiciaire. Mais là, c'est pas le fait des médias, c'est le fait de la justice, qui considère qu'il y a de nouveaux éléments. Je vous entends, fait de la justice, mais puisque nous sommes sur des dérives de l'enquête, on a quand même le sentiment que tout s'est reproduit avec quasi les mêmes dérives et parfois les mêmes codes, avec des procureurs ou un procureur qui parle beaucoup, des gendarmes qui parlent beaucoup, des actes qui sont cassés, des incarcérations, des grèves de la faim. Décidément, cette affaire, elle est empoisonnée. Oui, enfin, il y a des gens qui utilisent le mot extraordinaire. D'ailleurs, pour un journaliste, c'est un peu étonnant. Maudite. Maudite. Mais il n'y a que des affaires mais oui, parce que quand il y a mort de quelqu'un, elle est maudite. Enfin, c'est une malédiction de mourir. C'est une malédiction de tuer quelqu'un. C'est une malédiction d'être victime. Je me tue à le dire et je vais le répéter. C'est une affaire simple qui a complètement dérivé, j'allais dire, par hasard. Les journalistes, le juge, les victimes, les familles. Parce que quand vous parlez... Oui, mais 33 ans après, je vous entends, mais cette affaire simple, elle reste encore éminemment compliquée. Les ingrédients sont les mêmes. Elle est devenue symbolique, elle est devenue symbolique de la culture française, en fait. C'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on va se transmettre de génération en génération. Alors, si vous voulez, on peut parler... Alors, je suis content que vous rebondissiez là-dessus. On aurait dû être des journalistes américains. Parce qu'il y a trop de choses qu'on ne dit pas. Il y a trop de choses que les gens... Vous savez que je suis allé sur un plateau hier et j'ai dit suicide. Comment t'as dit le mot suicide? Mais alors, mais ça va pas, non. On peut pas. Alors je me suis levé, je suis parti parce que... Pourquoi on peut pas? Parce que l'enquête est en cours. Mais oui, il déterminera les... Oui, mais le modèle américain n'est pas forcément le bon. À recommencer. Alors la porte était fermée de l'intérieur. Alors peut-être qu'il a été assassiné. L'autopsie normalement devrait cet après-midi ou en fin d'après-midi révéler les causes de la mort du juge Lambert. Mais par contre, il a écrit son livre, il a fini l'histoire, donc il peut se suicider aussi. Attention au mobile du suicide. Oui, il peut y avoir des raisons extérieures. S'il y a suicide, le mobile n'est pas forcément l'affaire Grégory. Attention. La vie du juge Lambert. Attention. C'est quelqu'un qui a une faille permanente. On l'a vu, tout jeune, 32 ans, il a une faille. Cette faille, elle peut se reproduire pour d'autres raisons que celle Les proches le disaient de toute façon ces derniers temps, que c'était une personnalité qui était très fragile. Mais est-ce qu'elle était très fragile parce qu'elle était très fragile ou tout simplement parce que 33 ans après, cette affaire, tout simplement, a continué de le hanter? Et que l'accélération, et que cette enquête, et que les mêmes process, les mêmes procédures, il ne faut pas oublier non plus que le juge Lambert était aujourd'hui, entre guillemets, traqué par les journalistes parce que tout le monde voulait une interview de lui et qu'il était toujours en poste. Et qu'il était toujours en poste. Et depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, il n'arrêtait pas de leur dire, donc il a dû avoir 20-30 appels par jour. Parce qu'il y a un journaliste d'une rédaction qui disait qu'il l'avait déjà appelé 4 fois depuis une semaine. Donc si vous multipliez par... Voilà. Donc le harcèlement médiatique est une réalité qu'il faut... Alors, peut-être aurait-il dû tout simplement faire un communiqué de presse en disant « je ne répondrai... » Il faut faire attention quand on parle du... Voilà, 4 journalistes, 6 journalistes, 8 journalistes téléphonent à quelqu'un. Et il ne faut pas le raccorder au fait qu'un homme se suicide, parce que c'est toujours plus compliqué le suicide d'un être humain. Non, c'était j'ai bien compris que c'était pas... Non, mais c'était pour dire qu'il avait la fascination de sa propre médiatisation, mais qu'en même temps, il n'en connaissait pas les règles. Il aurait suffi qu'il fasse un communiqué de presse il y a un mois en disant... Il ne connaissait pas les règles. Je ne connais... je ne communiquerai pas sur l'affaire. Je voulais dire, moi je suis pour la prudence quand on épilogue sur les raisons qui font la mort d'un homme, son suicide. Les explications sont rarement uniques, on le sait, et elles sont
pas toujours celle qu'on croit, donc premier point. Et donc tous ceux qui, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, s'excitent en disant c'est la presse, c'est la pression, etc., ça serait mieux qu'ils se calment et qu'ils arrêtent de jouer avec la mort d'un homme. Ça, c'est la première chose. Peut-être que d'ailleurs personne ne saura un jour pourquoi. C'est un classique détestable. C'est la faute des médias. Le doute est détestable. Et la deuxième, l'autre chose qu'on a envie de dire, c'est que c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, ça donne le sentiment que ça repart de la même façon, avec une sorte de frénésie. Parce qu'il n'y a rien de pire que les affaires non élucidées. En particulier, là, on sait, il y avait toute la violence de l'enfant, l'ensemble de l'affaire, un père, une situation comme ça. Une région, des familles. J'ajoute dans les dérives quand même une description à la hache de la région et de l'environnement socio-culturel qui a été fait. Il y a encore des choses qui reviennent comment dire, mais qui, 33 ans après, vous avez raison, sont revenus encore. Sur cet endroit où on avait l'impression que l'endroit avait créé la fatalité de la violence familiale, qui était évidemment inacceptable. Enfin bon, il y a tout ça. Donc, tout ça repart. Alors, il y a un point positif là-dessus et un point négatif. Le point positif, c'est la volonté de nos sociétés de connaître la vérité. C'est formidable, la volonté de nos sociétés de connaître la vérité. Non, mais avant de dire, oh là là, parce que j'entendais des gens qui disaient, il ne faut pas rouvrir 30 ans plus tard, il ne faut pas réouvrir. Bien sûr qu'il faut réouvrir. Si on peut, il faut réouvrir. Car la quête de vérité individuelle des victimes, d'abord, mais de la société, de nous-mêmes, c'est une quête démocratique fondamentale. Après, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est aura-t-on un jour la vérité ? Ça, oui, mais ça, peut-être, sans doute, il faudra bien y aller. Et puis, la deuxième chose, c'est de se poser la question sur comment on contrôle ces emballements. Et je répète, ces emballements ne sont pas que médiatiques. Non, il y a effectivement l'institution. Des partis. L'ensemble des parties prenantes à cette affaire. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques réactions, avant de vous laisser la parole. Réactions justement des avocats actuels de ce dossier, quand ils ont appris le décès du juge Jean-Michel Lambert. Cette affaire ne cesse d'engendrer des excès. On en est la 3e victime, il faut que tout cela s'arrête très rapidement. Et c'est un homme que j'ai connu, que j'ai respecté, que je respecte, même si nous avions effectivement, sur le fond de ce dossier, des analyses totalement différentes. Je constate la coïncidence entre sa mort et la relance de l'enquête sur la base de spéculations qu'il aurait prouvées totalement. Il y a donc peut-être, je dirais, un lien direct. Un avocat qui parle. Voilà, je parlais justement de ce premier avocat qui parle d'une des familles des victimes et qui dit, je cite, « On en est à la 3e victime, il serait temps que tout cela s'arrête ». Oui, ça c'est l'avocat Welzer. Oui, enfin, sur l'affaire, sur La Roche, s'il m'entend, il est un peu coupable quand même. Je les ai réunis, les 4, face à face. J'ai pris dans ma voiture les époux Villemain. J'ai exigé de Welzer qu'ils me disent où est La Roche cachée. Il ne voulait pas parce qu'il y avait une histoire avec Match. J'ai cassé ce deal. Et il m'a dit, bon, attendez-moi, je vais vous emmener voir La Roche et Marie-Ange qui étaient cachés. Ils venaient de sortir de prison. J'ai donc mis les époux Villemain cachés sous une couverture dans ma voiture. Je suis arrivé dans la Vologne. C'est du journalisme d'investigation, ça. C'était mon travail. J'arrive dans le coin de la Vologne, un petit truc, et sort d'une voiture blanche, Bernard Laroche avec son petit Sébastien dans les bras, et Marie-Ange Laroche derrière. Donc moi, je sors de la voiture, les époux Villemain sont toujours à l'arrière de ma voiture, cachés sous la couverture. Je m'adresse à Bernard Laroche, Welzer est à ma droite, et je lui dis, bon, bah alors maintenant, quand même, Bernard, c'est ton cousin, Jean-Marie. Il faudrait peut-être que vous parliez un jour. Et là, Welzer dit, oh, oui, l'autre, non. Et là, je lui dis, lui, il me dit, ah bah oui, on pourrait se parler. C'est pas du mot à mot. Mais il était d'accord, le falot de Bernard Laroche, qui était vraiment pas une grande personnalité. Hein. Et j'ai ouvert la porte de la voiture et j'ai fait sortir Christine et Jean-Marie. Marie-Ange Laroche a dit, ne parle pas à cette salope. Et Welzer m'a dit, vous êtes un voyou. Et il s'est mis entre les deux, il a empêché la rencontre. Là, j'ai continué et il a accepté un échange épistolaire de visu
entre les deux. Ils se sont écrits une lettre. Pourquoi t'as tué mon enfant? J'ai pas tué ton enfant. Mais oui, t'as tué mon enfant. Et ça a duré 5 minutes. Quand j'ai revu Welzer quelques années après, il a eu le courage de me regarder dans les yeux et de me dire « J'aurais dû vous écouter ». Donc quand on parlait tout à l'heure des responsabilités du juge, on a vraiment le sentiment, et les acteurs pour certains sont toujours là, que 33 ans après, on est d'accord, rien n'a véritablement changé. Mais si je peux me permettre une réaction à ce témoignage très saisissant, c'est que Jean-Luc Manot disait qu'il y a la recherche de la vérité, les médias recherchent la vérité, vous avez recherché la vérité, et les juges recherchent la vérité. Oui, mais le temps n'est pas le même pour bien tout le sûr, monde. Oui, mais si, parce que moi l'impression que ça me donne, et je sais pas une critique, c'est en respect, c'est que un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est aussi quelque part un juge d'instruction, parce qu'il recherche les faits et à confronter les faits. Et c'est assez. Non, moi, il y a une chose que je voulais confondre un journaliste avec un juge d'instruction quand même. Non, mais oui, mais la façon dont vous avez c'est quand même saisissant et c'est vraiment très intéressant. Non, un point pour ce. Il a une opinion. Juste pour détendre un peu l'atmosphère. Cette affaire Grégory, ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel, Chez ces gens-là, qui est une description de famille dans une région et cette charge sociale populaire, elle est très impressionnante et je pense que Juge Lambert a aussi eu du mal à la capter et à la gérer. Lui qui, comme vous le disiez, était un intellectuel. Avait du mal. Je vous propose juste... On s'assassine aussi chez les bourgeois. Hein. Bien sûr. Bien évidemment. Juste une chose, je vous propose quand même, avant de terminer cette émission, de retrouver Tiffaine Piaget, notre envoyée spéciale. Elle est au Mans, quelques mètres de la maison du juge Jean-Michel Lambert. Les enquêteurs sont toujours présents ou est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé? A priori, il devrait y avoir une autopsie en fin de journée. Comment est la situation sur place? Eh bien, ça a commencé hier soir, un petit peu après 19h. Les pompiers ont reçu un appel d'une voisine inquiète de Jean-Michel Lambert. Alors, ils sont allés dans son appartement, ils ont pénétré dans l'appartement et l'ont trouvé mort sur le canapé de son salon avec un sac plastique sur la tête noué par un cordon. Voilà pour les éléments macabres de cette affaire. Ensuite, eh bien, les policiers ont commencé leur enquête. Ils ont bouclé la rue, périmètre de sécurité, le relevé d'empreintes dans l'appartement, recherche d'indices. Résultat, pas de traces d'effraction, pas de traces de lutte et pas de lettres non plus de la part de Jean-Michel Lambert. Une autopsie devrait donc avoir lieu dans l'après-midi ou demain matin. Autopsie qui devra déterminer s'il s'agit ou non d'un suicide. Alors l'affaire Grégory, plus de 32 ans après les faits, a-t-elle fait une nouvelle victime collatérale? Eh bien, ce sera aux enquêteurs de la police judiciaire d'Angers qui ont été saisis de répondre à cette question. Voilà, merci beaucoup Tiffaine. Vous restez bien évidemment sur place tout au long de cette journée. C'est terrible, un homme seul qui décide, quelle que soit la raison, de mettre fin à ses jours. Moi, je voudrais éclairer, je voudrais raconter une histoire sur le juge Lambert. Très courte, hein, il nous reste moins. Je vais vous la raconter très vite, et même très très vite. Il a consulté un mage pour lui demander qui avait tué. J'étais dans l'appartement, je l'ai vu rentrer, il m'a vu, il s'est sauvé. Le mage Claude m'a dit, j'ai rendez-vous à 14h30 avec le juge pour une séance. Le juge d'instruction de l'affaire Villemain. Ah, il est allé voir un mage. Vous voyez ce qu'il y avait dans sa tête, l'ésotérisme entre guillemets qu'il y avait dans sa tête. Il croyait qu'il pouvait régler le problème en allant voir. Alors le mage en plus. Le mage. Il était perdu. Il était perdu. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais qu'on se quitte quand même avec ces mots, les mots d'un juge peut-être perdu, Jean-Michel Lambert. Jean-Michel Lambert, cette affaire a totalement bouleversé votre vie. C'est exactement le terme qui convient. Elle l'a bouleversé, elle ne l'a pas brisé. La preuve, je suis là aujourd'hui avec vous. Mais il est certain qu'elle a totalement bouleversé ma vie. En mal et aussi, Dieu merci, en bien.